Bienvenue sur Canal 7, merci de regarder la chaîne panafricaine. C'est la dernière de cette série de ces Sans Tabou et autour de la table, vos débatteurs habituels, Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Éric Simon Durbian, juste à côté de vous, l'universitaire écrivain. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation, bienvenue. Bonsoir. Stevie Essima Ntutum, bienvenue encore sur le plateau de Sans Tabou. Bonsoir. Et enfin Karim Zingi, le guide spirituel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est adressé hier à la nation lors de son discours d'investiture. Ali Bongo Ondimba a promis d'ouvrir le dialogue à tous les acteurs de la vie politique, socio-économique du Gabon. Tout sera débattu, tout désormais sans tabou. C'est la promesse d'Ali Bongo Ondimba. Je vous propose peut-être d'écouter cette partie de son discours d'investiture et nous reviendrons juste derrière pour commenter avec des éléments de l'actualité brûlante au Gabon ce soir. À tout de suite. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la consolidation de notre démocratie et de l'état de droit, il est plus que jamais devenu nécessaire, et vous en conviendrez avec moi, de mener une véritable réflexion devant aboutir à des réformes constitutionnelles ambitieuses et courageuses. Qu'il s'agisse des élections en 2 tours, de la limitation et la durée des mandats électifs. Comme je l'ai déjà dit, tout devra être mis sur la table sans tabou ni soupçon. Alors, Pascal Nkoulou, tout sera mis sur la table sans tabou ni soupçon. Est-ce que vous pensez que c'est possible de parler de tout? Il est évident que quand on est dans une république, j'aime ce terme, on devrait pouvoir parler de tout. Et justement sans tabou. Pourquoi? Parce que les questions de la République sont des questions d'ordre impersonnel, un peu comme les lois. C'est vrai qu'elles s'appliquent à tout le monde, donc même à ceux qui sont chargés de les initier ou de les examiner. Il faut donc justement pouvoir les aborder sans tabou, parce que toute réserve observée au cours d'une discussion de cette nature, donc les conséquences doivent être d'accélérer les mécanismes de transparence, les mécanismes de démocratie, les mécanismes de reconstruction du lien social, du lien citoyen, ne peuvent pas être discutés avec des réserves. Donc il faut effectivement s'y engager sans tabou. C'est vrai qu'à terme, certains acteurs politiques pourront ou pourraient être amenés à penser que telle discussion ou tel axe vise ou pourrait contraindre soit ses projets personnels ou son agenda personnel, mais il faut effectivement se rendre compte que quand le président de la République parle de tout dire sans tabou, c'est qu'il faut que chacun soit prêt à consentir la part de sacrifice qui est indispensable pour arriver à des réformes et à des révisions, que ce soit dans le cadre constitutionnel, que ce soit dans le cadre des politiques publiques, qui permettent aux Gabonais de lire et d'avoir plus d'espérance, plus d'engagement dans l'offre politique qui va être une offre d'ordre général à l'issue donc de ces concertations. Il faut donc effectivement pouvoir dire tout sans tabou, de ceci d'autant plus que j'insiste sur ce point, qu'il ne s'agit que des points liés à la gouvernance du pays. Ce ne sont donc pas des questions d'ordre personnel, c'est des questions liées à la gouvernance du pays. Et la gouvernance du pays, c'est bien toutes les choses qui contribuent au quotidien à la vie des Gabonais. Donc il faut pouvoir en parler sans tabou. Justement, Éric Simon Durbian, comment vous pensez que cela pourrait être mis en branle? Des propositions, bien sûr, vont être faites, mais comment finalement, au cours de pareilles discussions, on pourrait aboutir au consensus, à une décision qui satisfera tout le monde? La première chose à faire remarquer pour qu'un dialogue soit totalement sincère et productif est qu'il faut commencer par accepter que personne n'a la science infuse, accepter que tout est nécessaire et qu'il n'y a aucun pan de la vie politique, voire même de la vie de la nation, c'est-à-dire la vie le concept dans sa généralité, aucun pan n'est à négliger. Il est important de discuter de la qualité de la vie, tout comme il est important de discuter de la politique, tout comme il est important de discuter de la culture, de la tradition, de la religion. Et toutes ces problématiques sont souvent sujettes à tabou dans nos sociétés, parce qu'on n'aime pas trop entendre certaines vérités
parce qu'on pense qu'on a soi-même toute la vérité, parce qu'on pense que l'autre est dans l'erreur, de telle sorte que le dogmatisme qui sort de là constitue en général un blocage, un frein, justement à l'épanouissement de la société. C'est pourquoi je pense qu'une société en mutation comme la nôtre, et certains la désignent ou désignent ce terme mutation par le terme crise, a besoin nécessairement de se remettre en cause, de mettre tout sur la table, de telle sorte qu'on façonne la nouvelle société. La crise post-électorale qu'a connue le Gabon était quelque part nécessaire Non, je pense que ce n'est qu'une étape, et comme je le disais déjà sur un plateau, la République est en marche. Et quand la République est en marche, il faut savoir que cette marche peut avoir des hauts et des bas. Donc il arrive des moments où on trébuche et il faut pouvoir arriver à se relever. Et je me réjouis de ce que, depuis pratiquement une semaine, la République a repris véritablement vie. Tout le monde va qu'à ses occupations, mais cela ne doit pas occulter la nécessité même de refonder la société, de la repenser. Et une élection comme celle-ci est justement le moment où il faut repartir sur de nouvelles bases pour avoir une lecture assez claire et nettement définie par rapport aux objectifs à atteindre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Monsieur le Président a totalement raison de dire qu'il ne faudrait plus qu'un sujet soit tabou parce que, vous savez, on a trop parlé de la géopolitique. On a toujours estimé qu'une province était supérieure à une autre, une ethnie supérieure à une autre, les femmes inférieures aux hommes, les enfants qui n'ont pas leur place, des jeunes qui ne doivent pas parler. Et vous savez, dans nos sociétés, on dit toujours aux enfants, tais-toi, tu es encore jeune. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit que la société va certainement bouger et que le président donne là des signes annonciateurs d'un renouvellement de l'esprit et d'un renouvellement de mentalité, de telle sorte que d'ici 2 ou 3 ans, je peux déjà me permettre de penser que notre société sera réellement en mouvement. D'accord, vous parlez de renouvellement, on parlera tout à l'heure donc de cette nomination d'un nouveau Premier ministre au Gabon. Revenir avec vous, Karim Ziengui, sur la cérémonie d'investiture hier. Éric Simon-Zuet parlait de sincérité. Vous avez semblé voir dans certains événements ou dans une certaine méthode des faits qui pouvaient laisser penser à la sincérité totale du président Ali Bongo. C'est exact. Bon, j'aimerais quand même rappeler un fait. Ali Bongo Ondimba, lorsqu'il attendait le verdict, comme tous les Gabonais de la Cour constitutionnelle, tendait déjà la main à l'ensemble des Gabonais, au dialogue. Et lors de son discours hier, lors de la cérémonie d'investiture, Ali Bongo Ondimba précise les choses. Il parle donc d'un dialogue sans tabou. Et cela vient de confirmer le fait qu'Ali Bongo Ondimba a décidé de se plier à la volonté des esprits de ce pays qui ont une volonté manifeste à ce que ce pays-là demeure dans la quiétude et dont la sincérité, dont la prospérité et le bon vivre ensemble de ce pays passe forcément par le dialogue. Et vous vous souviendrez qu'au cours d'une émission, je disais que dans nos valeurs traditionnelles, le dialogue est un exercice permanent à entretenir. Maintenant, pour revenir proprement dit à l'investiture du chef de l'État d'hier, certaines personnes qui ont eu le privilège de suivre cette cérémonie en direct, ou pour ceux qui ont été sur place, ceux qui ont eu l'honneur d'y être, on a pu constater à la présidence, la décoration était à 80% à base des éléments traditionnels. Il y avait donc certains éléments traditionnels qui étaient représentés, certains éléments que l'on retrouve justement dans nos valeurs traditionnelles, à la fois dans nos rites et dans les cultes traditionnels. Mais ce qu'on a quand même pu observer, raison pour laquelle je reviens en précisant un certain nombre de choses, que le septennat qui vient de commencer est placé sous le sceau de la restauration et de la restitution du peuple gabonais par les hautes entités qui gouvernent ce pays. Et lorsqu'on parle de restauration, c'est de remettre chacun à sa place, valoriser tous les pans de notre société, surtout en matière culturelle. Ce que nous avons observé hier, au-delà du fait qu'il y avait des éléments traditionnels qui étaient présents, on a pu constater que M. Ismaël Osséniké, le représentant justement de la communauté musulmane au Gabon, était présent. Il y avait justement les représentants des confessions, enfin, on globalise en disant les représentants des confessions religieuses, mais ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y avait pas un représentant
de nos rites et traditionnels, des rites et cultes traditionnels. Ou, si vous voulez, il n'y avait pas donc de chefs traditionnels qui étaient là pour représenter justement ce pan important de notre culture. Même s'il y avait des traditionnalistes qui étaient là, mais ils n'étaient pas invités en tant que représentants de nos rites et traditions. Donc, il est important pour ce nouveau septennat que le chef de l'État, qui vient donc de fixer le cap en lançant le dialogue demandé par les plus hautes entités de ce pays, un dialogue sans tabou de façon à ce que chacun, que tous les pans de la société, que toutes les sensibilités de notre pays, les sensibilités qui constituent la chaîne culturelle de notre pays, qui nous permettent justement de se développer, de raisonner et de poser un certain nombre de réformes, soient désormais prises en compte. À la prochaine cérémonie officielle, notamment le 17 août, qu'il y ait le représentant des rites traditionnels ou le chef traditionnel à la tribune, au même titre que M. Ismaël Osséni, au même titre que M. Bazine V, au même titre que M. Ndon Ekwage. Parce qu'il n'est pas normal que dans un pays où nous avons observé pendant la campagne 80% des candidats, lorsqu'ils allaient dans les différents départements, villes ou provinces, se faisaient d'abord recevoir par ce que j'ai appelé la folklorisation de nos rites traditionnels. Vous avez observé lors de la campagne, 80% de ces candidats se sont vus remettre des symboles traditionnels, notamment le chasse-mousse, qui est une représentation physique du pouvoir, parce que vous savez, le chasse-mousse, il y a plusieurs tiges de bambou à l'intérieur qui signifient donc un ensemble de pouvoirs qui vous est remis, à la fois donc par toutes les communautés qui vivent dans cette localité, toutes les communautés qui vivent dans ce canton ou toutes les communautés qui vivent dans ce département. Donc, si les candidats, lorsqu'ils étaient tous candidats, y compris le chef de l'État qui était candidat, ont pu justement valoriser ce pan de la culture lorsqu'ils étaient en campagne, il est donc désormais nécessaire que maintenant que Ali Bongo est le chef de l'État confirmé par toutes nos institutions, qu'il tienne compte de ce pan. Parce qu'il n'y a que la tradition, ou si vous voulez, la tradition est à la base de tout développement. D'accord. Merci beaucoup Karim Zingué. On va peut-être marquer un arrêt pour parler donc parmi les promesses du chef de l'État de s'engager donc à ce dialogue inclusif, franc et sans tabou. Il y avait également ce renouvellement, si on peut le dire ainsi, du gouvernement qui a commencé donc ce soir par la nomination d'un Premier ministre, Franck Emmanuel Issoze Ngondé, donc qu'on va peut-être voir là tout de suite en image, qui est âgé aujourd'hui de 55 ans, diplomate de formation, on peut le dire ainsi, originaire de Makokou, dans la province de Lobwe-Ivindo. Il a été ministre de l'énergie, des ressources hydrauliques et des nouvelles énergies en 2009, ministre des relations avec le Parlement et les institutions constitutionnelles la même année. En 2011, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique chargé de la réforme de l'État. Il est depuis 2012 donc ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration régionale, mais il a également, pour mettre à son actif de diplomate, été conseiller culturel à l'ambassade du Gabon au Cameroun, conseiller à l'ambassade du Gabon au Royaume-Uni, premier conseiller à l'ambassade du Gabon au Canada, premier conseiller à l'ambassade du Gabon en Allemagne, directeur du ministère des Affaires étrangères pour les Amériques, directeur pour l'Europe, ambassadeur du Gabon en Corée du Sud, du Gabon en Éthiopie et au Kenya. Il a également été le représentant du Gabon auprès de l'Union africaine, représentant permanent du Gabon auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et représentant permanent auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est donc un homme rompu à la tâche diplomatique qui se retrouve aujourd'hui à la tête de ce nouveau gouvernement qui devrait être nommé ou développé dans les tout prochains jours. Peut-être une réaction, est-ce que c'est son CV qui l'emmène là, ou alors est-ce qu'on peut retrouver dans cette nomination une sorte de récompense, entre guillemets, des bons scores peut-être de sa province? Comment vous appréciez cette nomination? Pourquoi lui? Alors, avant d'apprécier cette nomination du Premier ministre, d'ailleurs que je félicite au passage, je voudrais revenir un tout petit peu sur la question du discours du chef de l'État hier, pour dire que pour comprendre notre thématique du jour, tout sans tabou, et pour comprendre le contexte dans lequel le chef de l'État avait dit, il faut que on se situe dans l'esprit, n'est-ce pas, qui a amené le chef d'État à dire, à donner cette phrase. Il faut dire que hier, pendant la cérémonie d'investiture du chef de l'État, il y a eu quand même plusieurs symboles qui peuvent traduire de ce que le chef de l'État hier a reçu
l'onction du peuple, mais mieux, le chef d'État hier a reçu, si les gens avaient encore le doute, la légitimité à la fois nationale et internationale. Parce que j'entends dire ça et là que le chef de l'État appelle au discours pour rechercher une éventuelle légitimité populaire. Cette légitimité ne fait pas défaut à son niveau parce que hier, la présence de plusieurs chefs d'État africains est venue consolider l'idée qu'à l'international, le chef d'État, n'est-ce pas, a bien reçu la légitimité de ses pairs. Et on a vu que toutes les institutions au complet, sans défection, sont venues hier et cela aussi témoigne de cette légitimité au plan national. Donc, c'est donc un esprit de hauteur que le chef de l'État a témoigné hier en réaffirmant l'idée de ce dialogue qu'il a jugé sans tabou. Et avant de préciser que ce dialogue devrait être sans tabou, il a quand même égrené quelques actes forts qu'il souhaiterait voir sur la table de la discussion, à savoir la limitation des mandats, l'élection à 2 tours et l'année, n'est-ce pas, du mandat, du moins le nombre d'années du mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voici les questions qu'on pourrait penser être gênantes pour Ali Bongo, parce que c'est normal, aucun chef d'État ne veut entendre ces questions d'élimination des mandats, aucun chef d'État ne souhaite partir d'un mandat de 7 ans à 5 ans, mais lui, il est disposé, n'est-ce pas, à discuter de ces questions, quitte à revenir sur un format qui forcément ne serait pas forcément le format que les gens auraient souhaité dans cette posture de commandement. Mais donc, cela veut donc dire qu'il est prêt à écouter les Gabonais, mais qu'il est prêt à se plier à l'exigence populaire, puisque lui-même, en lançant cette question, sait bien que les débats seront forcément des débats de nature à ce que toutes les contributions ne vont pas aller forcément dans le sens souhaité par les autorités. Maintenant, pour revenir sur le Premier ministre, je suis impressionné d'écouter le CV que vous venez de dresser de lui, même si ces qualités intrinsèques, chaque Gabonais a eu l'opportunité de découvrir, notamment lors de cette émission que vous avez montrée, qui a réuni à ses côtés plusieurs autres membres du gouvernement. Et c'est cette émission-là qui, à mon humble avis, a donné l'image de la grandeur de cet homme. Parce que là, à cette émission, il nous a fait à la fois un cours de diplomatie politique. Et même là, je pense que les détracteurs du Gabon à l'international ont pu voir que le Gabon avait de la matière en matière de diplomatie pour répondre sur la base des théories de relations internationales à tous nos détracteurs, notamment l'Union européenne, qui pensait que la diplomatie devenait en terre gabonaise une question supranationale. M. Issoza Ngondé a réaffirmé la souveraineté du Gabon dans un langage diplomatique qui n'a pas heurté forcément un camp. Et c'est cela, certainement, la mission que le chef d'État a placée en lui, c'est-à-dire ce discours diplomatique qui a toujours le souci de ne pas heurter, qui a toujours le souci d'arrondir les angles, qui a toujours le souci d'aller vers l'autre, mais mieux qui a toujours le souci d'homogénéiser les différences, les différentes postures, les différents points de vue, de sorte de trouver un compromis. C'est cela même l'idéal diplomatique. D'accord, je voulais quand même revenir sur un fait que j'ai vécu personnellement hier lors de l'investiture du chef de l'État. Alors, je voulais me rassurer de l'onction de nos esprits en faveur d'Ali Bongo Ondimba. Parce qu'une chose est de dire que vous êtes l'élu. Une chose est de dire qu'il est le choix des esprits, mais une autre chose est de vivre justement un événement marquant qui vient sceller ou qui vient poser le cachet pour confirmer qu'Ali est bel et bien le choix des entités. Alors hier, j'étais à un endroit stratégique dont je tais le nom par discrétion. Et au moment où le chef de l'État prêtait serment, la main gauche sur la Constitution, la main droite levée vers le ciel, alors j'ai ressenti un vent glacial. Et lorsque j'ai jeté mon regard vers le bord de mer, vous n'allez pas me croire, mais une colombe s'est mise à tourner, rôder plus d'une dizaine de fois, comme pour affirmer qu'Ali Bongo Ondimba est désormais le chantre de la paix, et désormais celui qui vient pour apaiser les cœurs des Gabonais. Lorsque Ali Bongo Ondimba prêtait serment hier, je rappelle que la Constitution est une loi humaine mais inspirée de Dieu, donc de Nzambe Kana. Mais la main levée vers le ciel,
Ali Bongo Ondimba venait de pactiser donc avec à la fois la divinité, les esprits des vivants et morts du Gabon, pour justement se mettre dans le projet des esprits, la restauration et la restitution. Et lorsque je lisais le visage d'Ali Bongo Ondimba, hier, lors de cette prestation de serment, je me suis rendu compte qu'Ali Bongo Ondimba a décidé d'être celui qui va désormais, mais vraiment s'investir pour le bonheur des populations gabonaises. Il a dit hier. Et donc la nomination d'Emmanuel Isoze Ngondé? Oui, il a dit hier, je travaillerai pour les Gabonais. J'ai compris votre message. En fait, quand il parle de comprendre le message, il ne s'agit pas d'une histoire politique, parce que certains auraient voté d'autres candidats qui ne soient pas lui. Non, il s'agit d'un message, mais vraiment profond, d'une relation entre Ali Bongo Ondimba et son peuple. Donc Ali Bongo Ondimba est désormais donc, dans cette réconciliation, lorsqu'il parle de dialogue, il est dans cette réconciliation avec le peuple. En ce qui concerne justement M. Isoze Ngondé, qui est un compatriote, nous sommes désormais en plein dans l'ère de la restauration et de la restitution, qui signifie récompenser les dignes fils du Gabon, qui signifie récompenser les uns et les autres en fonction de leurs talents et de leurs capacités acquises par le biais de la formation. Que les Gabonais, que les uns et les autres sachent que désormais, tout le monde peut devenir Premier ministre. Pascal Nkoulou peut être demain Premier ministre, M. Éric Ziobian peut être ministre, M. Steve Essima peut être ministre, à condition qu'ils aient des capacités à occuper ce genre de fonction. Qu'il ne s'agisse plus désormais, pour que l'on soit Premier ministre ou pour que l'on soit un député, d'appartenir à un réseau de sorciers, appartenir à une table mystique, appartenir à une tontine mystique ou être le valet d'un soi-disant doyen politique. On ne sait pas pourquoi il est doyen politique, qui lui a donné cet attribut. Existe-t-il un titre foncier sur le plan mystique ou sur le plan physique qui vous donne une attribution de titre foncier? Il ne s'agit là qu'un réseau de sorciers. Non, Ali Bongo Ondimba met fin à la sorcellerie. Il met fin à la sorcellerie lorsqu'il parle de l'égalité des chances, pour dire que vous n'avez plus besoin de faire des crimes rituels. Ceux qui passent leur temps à faire des crimes rituels, ceux qui pensaient que pour atteindre de hautes fonctions, il fallait impérativement passer par les crimes rituels, alors Ali Bongo leur dit, ce n'est pas ça le chemin. Ceux qui pensent que pour accéder à de hautes fonctions, il faut impérativement faire des coups bas à son frère, à M. Éric Ziobian ou à Pascal Nkoulou, Ali Bongo Ondimba vous dit, ce n'est plus le chemin. Le chemin, c'est la compétence, c'est le talent. D'accord, juste le temps pour nous de rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez vous joindre au débat, bien sûr à travers le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Vous appelez, vous vous présentez et vous posez votre question ou alors vous donnez votre contribution. Éric Simon Ziobian, pourquoi Emmanuel Isoze Ngondé, à votre avis? Je pense que M. Karim Zengi m'avait déjà précédé dans mes pensées. La province de l'Ogoï-Vindo a bien voté et a bien travaillé. C'est une province qui a justement bien accompagné la politique du chef de l'État pendant le premier mandat et elle s'est bien comportée durant l'élection présidentielle. Et vous êtes sans ignorer qu'il a fallu avoir des acteurs principaux pour animer justement ce travail qui a été fait au sein de cette province. Et je crois que de par l'âge aussi, de par l'expérience, M. Isoze Ngondé aujourd'hui peut faire l'unanimité au sein de sa communauté et au sein de la communauté nationale. Et je pense que M. Isoze Ngondé est là le témoin vivant de cette égalité des chances dont parle M. Ali Bongo Ondimba. L'égalité des chances devant le travail. Parce que il n'est pas question, et il n'est plus question que ce soit, il a si bien dit, des parrainages douteux qui viennent influer sur le choix et sur le choix des uns et des autres. Et je pense qu'ici, Monsieur le Président l'a dit hier, gloire au travail, c'est le travail qui est récompensé. Et je pense que M. Isoze Ngondé, en tant qu'homme politique d'expérience et d'envergure, et surtout ayant un charisme important, mérite bel et bien
cette récompense. Donc, c'est une juste récompense. Je voudrais quand même m'arrêter sur le début de votre réponse. Vous dites que la province de Logoi-Vido a bien travaillé, c'est-à-dire que c'est finalement qu'une question de politique, on ne donne pas forcément ou à 100% à cause des mérites, mais à cause des scores acquis sur le plan politique. Le président de la République est avant tout un homme politique. Il est là pour travailler le pays, mais on ne travaille pas le pays si on ne le pense pas au préalable. Si on n'a pas des hommes à même d'animer justement cette politique-là. Et le comportement, et je vous disais tantôt que il faut quand même remarquer que l'échec apparent qu'il y a eu dans les provinces, au niveau du vote, dans certaines provinces, est dû à certains, aux insuffisances de certains relais. Et si la province de Logoi-Vindo s'est bien comportée vis-à-vis de M. Ali Bongo Ondimba, c'est parce que les relais qu'il a sur le terrain ont bien travaillé et il faut récompenser ce travail-là et je pense que c'est une juste récompense. Et donc, Pascal Koulou, est-ce que ceux des ministres qui n'ont pas bien travaillé, comme le dit Eric Simonzieu, dans leur province, devraient s'inquiéter peut-être quitte à ce qu'ils soient bons à leur poste, est-ce qu'ils devraient s'inquiéter pour les mauvais résultats engendrés dans leur province? On ne peut pas demander au président de la République d'asseoir l'exercice gouvernemental sur la légalité et la légitimité et ne pas vouloir en faire de même pour les collaborateurs. Lorsque vous êtes membre du gouvernement, vous êtes un relais potentiel de la politique du chef de l'État. Et je pense que le baromètre basique qui permet d'évaluer la capacité qu'est la vôtre à faire en sorte que les populations adhèrent à la vision politique du chef de l'État, c'est justement en passant par les élections. Vous savez, Sarkozy, quoi qu'on dise de lui, j'ai aimé la formule qu'il disait, il préfère avoir affaire à des hommes de terrain que d'avoir affaire à des hommes froids qui regardent les dossiers dans les bureaux et qui pensent connaître la réalité. La réalité d'un homme politique, ce sont les exigences et les demandes des populations. Ces populations, vous ne les avez pas. C'est vrai, dans l'examen du dossier, on peut s'y retrouver, mais rien ne change ou rien ne peut valoir une poignée de main, un regard vrai, une discussion ouverte entre citoyens. Je crois donc que M. Issozen Gondé, tout au long de la campagne électorale, on a pu voir qu'il y a eu une sorte de campagne de dénigrement orchestrée à la fois par les médias internationaux, mais également par des observateurs envoyés par l'Union européenne qui tentaient ou qui ont véritablement voulu induire en erreur en faussant à la fois la réalité, mais également la communication diplomatique qui devrait exister dans ce type de relation. Et tout le doigté de M. Issozen Gondé pour déjà donner une information conséquente aux diplomates qui étaient là et assumer la position du Gabon sur le plan international et faire le parallèle entre ce qu'on a pu noter comme étant des initiatives de personnes isolées et les relations bilatérales que le Gabon a avec les pays qui on aurait pu forcément, par des déductions rapides, faire état de ce que certains États africains ou européens se seraient mis ou seraient en intelligence avec les opposants qui malheureusement ont eu les résultats que tout le monde connaît aujourd'hui. Et ensuite, il faut tout de même lui retourner le fait que la province de Logoi-Vindo est un peu comme la province du Rolentem, sans un véritable challenger engagé au cours de ces élections présidentielles. Mais M. Issozen Gondé, qui était le responsable de la campagne dans cette localité, a veillé à ce que le chef de l'État obtienne aujourd'hui les pourcentages qui, ajoutés à naturellement ceux d'autres provinces, ont pu lui garantir cette victoire. Mais bon, aujourd'hui, la participation de Logoi-Vindo dans la victoire du chef de l'État, à mon humble avis, se devait d'être salué. Et comme on ne peut pas sortir du format politique qui veut qu'à l'issue d'une élection importante comme le présidentiel, le président récompense d'abord ceux des soldats qui étaient au front pour lui. C'est d'autant plus important. Pourquoi? Parce que le président va certainement inviter les acteurs politiques à un dialogue. Mais pour que ce dialogue-là marche, il faut que celui qui conduit la politique de l'exécutif, donc le Premier ministre, soit lui-même adossé d'une certaine légitimité. Vous savez que M. Issozen Gondé est non seulement député parce qu'élu en 2011, mais en même temps, la démonstration qu'il a faite pendant la campagne en tant que ministre des Affaires étrangères et en tant qu'homme de terrain, lui permet d'envisager des discussions beaucoup plus aplanies, beaucoup plus saines, beaucoup plus objectives que si le président va amener quelqu'un pour des raisons d'appareillage ou, on va dire, du politiquement correct. Là, on a un homme de terrain, on a un diplomate, donc c'est quelqu'un qui sait à la fois lier les exigences sur le plan international, mais également prendre en compte les réalités sociales, les réalités gabonaises, mais également aussi, vous savez, le Premier ministre est avant tout le chef
de la majorité. Or, le chef de la majorité, ce doit être celui qui impulse la dynamique au niveau du Parti démocratique gabonais, qui est le parti majoritaire. Et je ne fais pas de critique contre Daniel Onondo, mais on a tout de même pu observer que entre la primature et le Parti démocratique gabonais, il n'y avait pas une sorte d'osmose qui aurait pu donner un peu plus d'élan à la campagne du chef de l'État. Et malheureusement, dans le format qui est celui de ces élections, c'est beaucoup plus. C'est vrai que M. Suzanne Gondé est membre du comité permanent du Parti démocratique, mais c'est beaucoup plus le rayonnement individuel de l'homme qui a été mis en avant au cours de cette élection. Alors, une question pour tout le monde, avant de sortir de cette nomination de Emmanuel Suzanne Gondé au poste de Premier ministre. On va revenir un peu sur ce dialogue sans tabou, mais la question pour sortir, c'est le gouvernement reste donc attendu. Le Premier ministre doit nommer son équipe, il doit choisir qui va l'accompagner pour, disons, dans la mission qui lui est désormais dévolue. Un commentaire sur les attentes, peut-être, sur des visages à revoir ou à ne plus revoir, probablement. Alors, je tiens d'abord à faire remarquer que le chef de l'État a véritablement corrigé là une attitude qui s'est révélé à tort contre-productif lors de la primature de M. Raymond Donsima. Cette attitude, c'était quoi? C'était le Premier ministre avait été nommé à l'époque par le même décret qui a aussi nommé les membres du gouvernement. C'était le même décret. Et c'est pourquoi le Premier ministre Donsima a eu toutes les peines du monde certainement à s'imposer, parce que certains ministres ont pensé qu'ils n'avaient pas forcément influencé par rapport à leur nomination. Et donc, on pensait que c'était les mêmes canaux de nomination auxquels il a bénéficié, qu'eux aussi ont bénéficié. Donc, ça paie un peu la notoriété du Premier ministre Donsima par rapport à cette question de décret qui a nommé simultanément le Premier ministre et les membres du gouvernement. Or, là, depuis le gouvernement du professeur Daniel Onondo, on assiste quand même à cette posture qui fait que le Premier ministre rentre dans sa couverture de chef, parce qu'il est nommé par un décret individuel, le gouvernement est nommé par un autre décret. Ça fait que le ministre qui arrive a forcément tendance à penser que le Premier ministre a certainement influencé sur sa nomination, et donc ça crée quand même ce rapport de subordination qui est nécessaire dans la bonne marche des affaires gouvernementales. Donc, c'était à signaler, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre du futur gouvernement? On pourrait attendre qu'il faut que le président public nous change de paradigme, nous change de visage. Parce que l'élément fort de la nomination de M. Suzanne Gondé, même si on ne va pas nous dire qu'il sort du néant, parce que c'est quand même un fils d'un ancien ministre de la République dans le temps, mais il y a quand même que politiquement, lui, il n'a pas forcément fait partie de cette classe dirigeante au niveau politique, n'est-ce pas, qui a géré les affaires du pays. Donc il faut que cette rupture, aussi, une autre rupture, c'est la rupture de la promotion, peut-être ça va fâcher, mais de la promotion de l'ethnie quota. Aujourd'hui, ça veut dire que le chef d'État est sorti des carcans de la géopolitique en rompant par rapport à cette promotion d'une ethnie minoritaire et d'une province qui est jugée comme étant une petite province en leur donnant le Premier ministre. Donc ces signaux forts doivent continuer dans le gouvernement et là, c'est l'occasion aussi pour le chef de tenter de rajeunir considérablement l'équipe gouvernementale. Parce que lorsqu'on voit quand même la tranche d'âge du Premier ministre Issonger, on peut espérer que la suite sera de plus en plus jeune. Maintenant, qui on peut souhaiter voir? Mais on peut souhaiter voir tous ceux qui ont bien travaillé dans le gouvernement passé. Parce que la censure ne doit pas être tous azimuts parce qu'on veut tout changer. Il faut quand même garder à l'esprit que ceux qui ont bien travaillé doivent être récompensés. Après, il faut quand même amener certains jeunes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de jeunes qui aujourd'hui gèrent des institutions. Je pense par exemple à la compagnie minière de Ogoué, où dans cette société, un bon travail est fait par un jeune que je trouve brillant. Et je pense aussi, par exemple, à
à Gabon et compagnie, qui est géré par un jeune que je trouve brillant. Je pense à la BVMAC, qui est géré par un jeune que je trouve brillant, qui est un instrument important de développement dans le tissu économique gabonais. Donc voici quand même un certain nombre de jeunes, sans prétention d'influence quoi que ce soit, un certain nombre de jeunes qui pourraient apparaître dans l'équipe gouvernementale pour amener quand même le président public à mettre des jeunes de qualité, des jeunes de valeur, des jeunes d'expérience, mais surtout des jeunes qui peuvent rompre l'idée qu'on a souvent eu, à tort ou à raison, que le chef de l'État a promu des jeunes, mais les jeunes qui forcément n'avaient pas l'étoffe nécessaire pour assumer leurs responsabilités. D'accord, messieurs, je vous propose de prendre d'abord ces appels. On a des téléspectateurs avant, bien sûr, de rebondir sur ce gouvernement qui est donc très attendu. Un téléspectateur, une téléspectatrice en ligne. Allô, bonsoir, bienvenue. Et bonjour, j'appelle au sujet de l'émission Sans Tabou. Je vois c'est tout désormais sans tabou, hein. Désormais sans tabou. Mais j'aimerais quand même essayer de demander à mes grands frères, des aînés qui sont là. J'aimerais demander aux aînés qui sont là, est-ce que nous sommes dans une situation où il y a des choses qui se passent et on n'en parle pratiquement pas au niveau de la télévision. Le président, il a tendu la main. Mais je pense qu'il devrait essayer aussi de lâcher un peu du lest par rapport à la situation qui prévaut dans le pays, des arrestations qui continuent et tout le reste. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. On va rebondir bien sûr tout à l'heure. J'espère, messieurs, vous prenez des notes. Juste le temps pour nous de tenter de prendre un autre appel. Allô, bonsoir, un téléspectateur en ligne, bienvenue. Bonsoir. C'est pour intervenir sur le truc qui vient en train de passer là. Sans tabou. Sans tabou, c'est peut-être... pour moi, ce que j'entends sans tabou, c'est impliquer tous les journalistes gabonais à l'action de ce consensus. Parce qu'en temps normal, nous ici, sous le système qui est passé tout dernièrement pour l'ancien mandat, on n'a pas vraiment vu les résultats des conclusions de l'ancien mandat. Parce que les journalistes ne s'impliquent pas, ne font pas vraiment leur boulot. Et moi, ce que je propose, c'est que les journalistes amènent l'information et cherchent l'information comme ils ont fait pendant les élections. Si déjà ils nous éclairent comme ça, on va avoir plus la possibilité de bien voir, de bien suivre. Merci, monsieur. Ce sera tout pour votre participation. Je crois qu'il est parti. On va peut-être essayer de voir avec la réalisation s'il y a un dernier appel pour cette série avant de passer aux commentaires. Allô, bonsoir. Oui, je disais, je viens sur l'émission Sans Tabou me poser la question. Le président a dit, c'est une très bonne chose, il a tendu la main à l'exposition aujourd'hui. Mais il faut que ça puisse mettre tendu soit réellement sans tabou, comme le titre est en train de le dire là. Parce que quand il y a on continue à réprimer pour l'instant, à attaquer certaines personnes, moi je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse apaiser déjà le fait qu'ils puissent demander un dialogue. Parce qu'aujourd'hui, ce dont notre pays a besoin réellement, c'est un réel changement de mentalité, une séparation des pouvoirs judiciaires, exécutifs et tout cela, et surtout revoir le mandat présidentiel. Parce que nous, on aimerait qu'aujourd'hui, au Gabon, on puisse nous dire que voilà, un président peut être élu pour 2 mandats et non renouvelable, parce que quand on dit être une démocratie, je ne pense pas que ce sont des choses qui, aujourd'hui, tous les peuples du monde en ont besoin. Bon, bref, c'est juste de ça que je voulais parler. Merci. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir appelé. Nous vous invitons bien sûr tous les autres téléspectateurs à faire comme ces 3 premiers. Vous composez le numéro qui va s'afficher actuellement au bas de vos écrans et vous participez donc au débat. Le thème de ce jour, Ali Bongo, tout désormais sans tabou. Nous en étions à ce gouvernement attendu. Peut-être en 1 seconde, vous réagissez sur les probables attentes quant à ce gouvernement avant que nous commentions les... Oui, nous attendons tout simplement de ce gouvernement la mise en exergue du projet de société du chef de l'État, l'égalité des chances,
Nous attendons que ce gouvernement travaille entièrement, et se dévoue entièrement, au service du peuple gabonais. Aujourd'hui, ce dont le peuple a besoin, c'est de voir la concrétisation de toutes ces promesses. Je parle foncièrement du logement, je parle foncièrement de la route, je parle foncièrement de l'éducation. Nous sommes là bientôt à la rentrée des classes et nous ne voyons pas encore clair dans cette rentrée. Et je pense que ce que nous attendons de ce gouvernement, c'est véritablement penser le Gabon et le Gabon d'abord. Alors, la rentrée des classes, même si le ministre, le chef de ce département jusque-là a bien précisé qu'elle aura lieu aux dates prévues, on a le téléspectateur qui parle d'un espoir de voir ce dialogue se tenir de façon franche, réellement sans tabou. Pascal Nkoulou, il veut, pour soutenir ses propos, la répression qui a suivi bien sûr ce scrutin. Il espère vraiment avoir un dialogue franc et sincère. Bon, ce type d'annonce faite par le chef de l'État ne saurait pour l'instant souffrir de réserve, seulement parce que c'est une forte intention. Maintenant qu'il y a un Premier ministre, il faut souhaiter que, en plus de la volonté qui est celle déjà affirmée par tous les citoyens gabonais de le voir accélérer le calendrier des politiques publiques sous l'axe particulier de l'égalité de chance, il va de soi que c'est évident que le Premier ministre sera au premier chef concerné par la mise en place de ce dialogue inclusif sous la directive directe du président de la République, pour permettre à ce qu'il y ait non seulement un besoin de lier entre l'actif gouvernemental, mais également les discussions, parce qu'à terme, c'est également ce vers quoi je souhaite que nous arrivions, c'est que les décisions communes se transforment en loi, et pour ça, il faut bien que la proposition de loi émane du gouvernement, ou le projet de loi émane du gouvernement pour l'Assemblée nationale qui transformera ça en loi. Donc, lorsque le téléspectateur souhaite que ce soit un dialogue sans tabou, il faut remettre ce soit sans tabou. On l'a dit, les questions de la République sont sans tabou. Il n'y a aucune chose dont on ne puisse pas parler, tant est-il que cela vise à régenter le vivre ensemble dans une société. C'est important. Toutes les questions devront être abordées. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez des pays d'Europe, des pays dits de démocratie ouverte, bon, il y a toutes les questions sont examinées. Le fait qu'il y ait une communauté qui estime que sur le plan culturel, il faut qu'ils aient un type de vêtement, ben, il y en a qui estiment que, bon, écoute, ce vêtement pose problème parce que culturellement, nous n'avons pas l'habitude de le vivre. Ce n'est pas de la stigmatisation, mais c'est des questions de société. Il sera forcément également question de bilan, comme l'a précisé également un téléspectateur. Il faudra forcément, pour savoir quoi modifier, il faudra forcément faire le bilan. Bon, je pense que c'est justement pour ça qu'il faut que les points qui vont être discutés au cours de ce dialogue soient connus d'avance par tout le monde, pour éviter à la fois des interprétations, mais également d'y mettre tout ce qui ne peut pas dans un temps relativement court, parce que ce dialogue ne va pas s'éterniser sur toute la période du mandat de 7 ans, mais ce dialogue se fera sur un segment de temps précis, 1 mois ou trop 2 mois, pour que les populations, parce qu'il y a 2 choses qu'il faut bien mettre en évidence. Il y a d'un côté le programme de société du chef de l'État, qui ne peut pas souffrir de retard. Et il y a de l'autre côté la nécessité de réformer, sur la base du constat fait par tous les acteurs politiques et par tous les Gabonais, un certain nombre d'institutions, un certain nombre de méthodes et de pratiques, peut-être dans le niveau de certaines administrations, mais également de la correction au niveau, comme un téléspectateur le soulignait, le besoin de mettre en relief de façon évidente la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc tout ça, il faut pouvoir le discuter, mais je crois que ça se fera de manière globale et que le détail sera laissé à l'appréciation des spécialistes des questions abordées, mais aussi et surtout des députés à l'Assemblée nationale qui décortiqueront tous ces différents points pour pouvoir en faire des lois. D'accord, on va peut-être, avant que vous n'interveniez, Karim Izegui, prendre le téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir, bienvenue. Oui, donc j'appelle depuis Abidjan. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est la nomination du nouveau Premier ministre. Cette nomination donc intervient quelques jours après la prestation de serment du président de la République. Et là, il est intéressant de constater que le président dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, parce qu'il nous a parlé de l'égalité des chances. Et là, nous voyons effectivement qu'il est en train de bouger les lignes. Et ceci, effectivement, devrait pouvoir amener les uns et les autres
à avoir de l'espoir dans tout ce qui va suivre dans les tout prochains jours. Et nous sommes persuadés que l'équipe gouvernementale qui va suivre va s'inspirer fondamentalement de cette vision-là. Donc, bonne chance à M. le Premier ministre pour la mission qui vient de lui être confiée par le président de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Vous nous appelez donc depuis Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. On va tenter de prendre encore un autre téléspectateur déjà positionné en ligne. Allô, bonsoir. Oui, je suis le citoyen Landa. En fait, concernant l'émission, le titre Ali Bongo, tout désormais sans tabou, je crois bien que la nomination au poste de Premier ministre d'un originaire de Makokou, ça prouve à suffisance que, probablement, il y a éventuellement des changements qui arriveront certainement au cours du prochain gouvernement. Mais aussi, tout à l'heure, je suis à féliciter Karim Ziengui sur ce qu'il dit, lorsqu'il parlait en fait, sa première intervention, quand il parlait de tradition. Aujourd'hui, l'Occident, la culture occidentale que l'on veut renier, et on a fait ça. Comment est-ce que le président, on voit ça dans plusieurs pays africains là. Lorsque le président porte serment, il y a quand même des chefs des traditions traditionnelles et autres. Donc, il ne faudrait pas que l'on s'arrive au modèle français, et puis que l'on porte serment, on s'en tient seulement aux religieux et autres, alors qu'il y a la tradition qui est là. Pour une première fois, Karim Ziengui s'est bien exprimé, à mon avis. Merci. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir appelés. On va peut-être, avant de laisser Karim Ziengui réagir, est-ce qu'il y a un autre téléspectateur en ligne? Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. J'appelais d'abord par rapport à l'investiture du président de la République. Pour dire que son investiture, avant même que l'élection ne soit faite, moi, j'avais déjà rêvé qu'il devait être président. J'ai vu comment on l'a fait à soi. Moi-même, j'ai vu. Donc, dans ce que Karim Ziengui venait de dire concernant la Colombe, en tout cas, quand on voit les rêves, on voit que tout a une similitude. Il mérite d'être président. Ça, c'est son septennat. Et c'est le septennat du Gabon nouveau. Et concernant, on appelle ça comment? Et concernant le Premier ministre qui vient d'être nommé, moi, je félicite d'abord M. Issevin Gondé et je dis qu'il mérite. Il a 55 ans. 5 plus 5, ça donne 10. 1 plus 0, ça fait 1. Il mérite d'être Premier ministre et que les choses vont vraiment changer au Gabon. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, madame, de nous avoir appelés. Peut-être, Karim Ziengui, vous vouliez prendre la parole juste avant. Oui, par rapport à nos attentes en tant qu'homme de tradition et de culture, notamment concernant, en ce qui concerne justement le prochain gouvernement, il faut dire qu'en spiritualité, toute action engagée ou menée doit porter un nom. Lorsque vous venez me voir dans mon temple, lorsque vous allez dans un temple traditionnel et que vous êtes envoûté, l'action pour vous sauver s'appelle désenvoûtement. Lorsque vous êtes malchanceuse et vous allez voir un homme de tradition et de culture, l'action à mener à votre endroit s'appelle purification. Pas bain de chance. S'appelle purification et non bain de chance. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il faut que le gouvernement qui sera nommé dans les toutes prochaines heures porte un nom. Et le nom que je me propose d'offrir au Premier ministre ou au chef de l'État, le gouvernement doit porter le nom de gouvernement d'exécution. Je m'explique. La vision, c'est l'égalité des chances. Et je vous le disais lors d'une émission, Ali Bongo Ondimba, lorsqu'en 2009, son projet de société était l'avenir en confiance. Il fixait le cap, il se projetait donc dans l'avenir. Et il s'agissait donc d'annoncer le programme de l'égalité des chances. Et désormais, nous y sommes. Donc le gouvernement qui doit enclencher ce processus doit s'appeler gouvernement d'exécution. Gouvernement au sein duquel on retrouvera des chevaliers, des soldats, mais des véritables chevaliers et des véritables soldats et non des apprentis sorciers. Des soldats qui ont l'amour de ce pays, qui sont compétents, qui sont dépositaires d'un talent et qui veulent travailler pour cette nation et pour le bien du plus grand nombre. Donc, ce gouvernement doit s'appeler le gouvernement d'exécution. Et par rapport au dialogue, il faut dire que lorsque nous parlons du dialogue, je le disais, et l'occasion encore ici de revenir sur ces propos, le dialogue signifie engager des discussions, signifie se parler, signifie échanger. Et là,
Lorsqu'on parle du dialogue, ça nous renvoie donc à la conception du corps de garde, de toutes les différentes composantes du corps de garde. Toutes ces forces, la sagesse, la force d'exécution et la force de prise de décision. Donc, d'une part, les sages, d'autre part, les adultes et la jeunesse pour exécuter, pour mettre en pratique toutes les décisions arrêtées. Il faut dire que le dialogue, la main tendue d'Ali Bongo Ondimba au dialogue ne signifie pas la distribution de postes. Parce que s'il s'agit de la distribution de postes, il s'agit une fois de plus d'un rendez-vous de sorciers pour dépecer le Gabon. Il s'agit là, pour le chef de l'État, d'écouter toutes les sensibilités, de prendre le pouls de toutes les sensibilités, de toutes les composantes de la nation, afin de recenser, de retenir, parce que ce dialogue également servira au chef de l'État de casting, pour recenser, pour identifier les différents chevaliers, les différents soldats qui doivent être associés à la gestion du pays. Raison pour laquelle, même dans l'armée, lorsqu'il y a un besoin, il y a un fort besoin et qu'on estime que le soldat est déjà en retraite, on peut le ramener. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il y a certainement aussi des compatriotes qui n'ont plus figuré dans les différents gouvernements, mais qui sont compétents. Et si Ali Bongo Ondimba, visionnaire qu'il est, et surtout inspiré par les entités, sent en ce compatriote une compétence et capable de la mettre à contribution au service de la nation, qu'il fasse recours à ce compatriote, parce que le gouvernement qui va être mis en place doit être le gouvernement d'exécution, pour que l'ensemble des compatriotes se retrouvent, se reconnaissent en ce gouvernement. D'accord, merci beaucoup Karim Zengi. D'autres téléspectateurs se bousculent au standard. On a quelques-uns en ligne. Allô, bonsoir, bienvenue, nous vous écoutons. Bonsoir à tout le monde sur le plateau et à madame la journaliste. Encore une fois, merci de m'avoir permis de participer encore une nouvelle fois à votre émission. Je voudrais simplement dire que la nomination de M. Ixozé n'est, pour celui qui regarde l'actualité politique, n'est pas une surprise. Cet homme a fait ses preuves. Personnellement, je l'ai connu lorsqu'il était ministre des Affaires, je pense, hydrauliques, sous le gouvernement de Yerindo. Et j'ai vu comment il a défendu, lors des auditions au Parlement, combien de fois il a pu nous expliquer certaines choses qu'on n'arrivait pas à comprendre dans le contrat entre l'État gabonais et la SCGC. Moi, personnellement, à ce moment, j'ai découvert l'homme. Maintenant, concernant le dialogue sans tabou, il faut constater déjà que Canal 7 a pris de l'avance sur le président de la République parce que vous avez créé carrément cette émission sans tabou. Effectivement, les Gabonais ont besoin de parler sans interdit, de tout se dire, notamment pour voir les hommes qui gèrent nos institutions, les institutions. Au Gabon, nous avons de bonnes lois. Les lois que nous avons sont des bonnes lois. Mais c'est les gens qui incarnent nos institutions. Voilà brièvement ma contribution. Merci beaucoup, monsieur, pour votre contribution. Nous espérons vous retrouver, bien sûr, dans nos prochains débats. Un autre téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'appelle pour participer à l'émission qui est très intéressante, mais bon, j'ai été très impressionné par le discours du président de la République qui a été confirmé par notre institution gabonaise. Et de cela, nous sommes encore très en attente de ce contenu par rapport à la main tendue du chef de l'État. Alors, j'aimerais entendre de cela sur une base précise, surtout sur la durée du mandat. Sur la durée du mandat. Et cela, les Gabonais aimeraient avoir une précision fixe par rapport à la durée du mandat du président. Alors, sur la nomination du Premier ministre, ça ne nous étonne pas. C'est une ville, nous voyons parfaitement qu'il a été si simple de voir les résultats par rapport aux élections et de pouvoir donner. Mais j'aimerais demander à notre président de faire un acte
très symbolique, de regarder parmi nos opposants les capacités dont ils ont fait preuve aux années passées, qu'ils essaient d'analyser leur niveau intellectuel et d'essayer de prendre un ou deux, pourquoi pas même trois, dans son gouvernement. Tant qu'ils sont de l'opposition, ça veut dire que ce dont ils voulaient faire pour le pays, en passant à cette présidentielle. Alors, je crois que nous avons perdu le téléspectateur. Il nous reviendra bien sûr s'il le veut, c'est autorisé pour compléter sa participation. Peut-être un dernier de cette série avant de passer aux commentaires. Allô, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir madame. Je voudrais participer à l'émission que nous sommes en train de suivre présentement. Je voudrais apporter ma contribution. Je disais, j'attire l'attention de nos frères de l'opposition. Nous sommes tous Gabonais. Quelqu'un venait de dire parmi les intervenants que nous devons penser Gabon d'abord. Être dans une opposition ne signifie pas qu'on est sorti de notre pays. Nous sommes tous les natifs de ce pays. Lorsque le président tend la main, bon, l'élection est passée. Nous devons plutôt regarder de l'avant. Il n'est pas question ici que chacun affiche son orgueil de ne pas accepter parce que l'autre a gagné, moi j'ai perdu. Et puis lorsqu'on a posé candidature, c'est pour le bien du pays. Si vraiment c'était pour le bien du pays, si c'était pour la cause de la République, on doit savoir que dans une compétition, il y a un gagnant et il y a un perdant. Donc, si le gagnant tend la main, acceptons d'aller vers le gagnant pour faire des propositions concrètes. Mais si l'on se rétracte, ça veut dire que quelque part on cache une attitude qui n'est pas républicaine. Parce que celui qui est candidat, il veut, n'est-ce pas, prouver qu'il était capable d'apporter des solutions aux Gabonais qui souffrent. Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation. Alors, juste, Alexis Mongier, pour réagir par rapport à ce dernier intervenant, l'actualité nous apprend que Jean Ping, le candidat malheureux à cette présidentielle, a appelé, du moins ceux de sa coalition, de l'opposition, de ne pas accepter la main tendue du chef de l'État. Peut-être ça rentre dans le cadre de l'interpellation du téléspectateur. Oui, mais la seule chose de dire en tant que citoyen d'abord, qu'on ne peut qu'être déçu devant cette attitude. On souhaiterait justement voir tous les Gabonais autour d'une table, parce qu'il n'y a aucun problème au monde qui surpasse les intelligences humaines. Il n'y a rien qui ne soit tabou. On peut parler de tout. Il peut y avoir des concessions. Et je crois qu'au cours de ce dialogue, il sera justement question de s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel étant le Gabon. Et ce Gabon que nous aimons tous doit être, à mon avis, la seule valeur qui définit les comportements des uns et des autres et qui surtout définit l'action politique même dans l'opposition. Parce que la nouvelle opposition doit pouvoir s'affirmer à partir de ce dialogue. Il va y avoir une nouvelle recomposition. C'est pour cela que je ne suis pas personnellement d'avis qu'il faille avoir impérativement dans ce gouvernement l'opposition. Parce que nous avons besoin d'une opposition forte. Nous avons besoin de toutes les énergies. La société civile est là, les confessions religieuses sont là, tout ce que nous savons, les traditionnalistes sont là. Mais nous avons besoin d'une opposition forte pour justement impulser cette volonté d'agir et de changement du chef de l'État. Vous savez, quand vous avez l'impression d'avoir totalement la liberté pour vous et avec vous, il vous est difficile, à un moment ou à un autre, de vous donner l'énergie nécessaire pour aller toujours de l'avant. Et par contre, lorsque vous savez que vous avez, comme on le dit vulgairement, vous avez du feu vous avez le feu sous les pieds, alors vous faites tout pour que cela se fasse comme cela se doit. Merci Alexis Mongier. Stevie, est-ce que le fait d'avoir un gouvernement d'union nationale avec des opposants est contradictoire à l'idée de cette opposition toujours dont parlait Eric Simon? Non, je pense que le Gabon a une culture politique de gouvernement d'union nationale. Le président Omar Bongo a toujours, à des moments précis de la vie politique, su faire entrer au gouvernement des opposants pour parfois apaiser, parfois lancer des signaux forts
de ce qu'on peut soupçonner aux dirigeants, notamment Ali Bongo, c'est-à-dire la boulimie du pouvoir, n'est qu'un jugement a priori basé sur une mauvaise intention. Et donc, la capacité qu'il pourrait avoir d'amener au gouvernement l'opposition va aussi témoigner de sa détermination à aller au dialogue. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on fasse dans le déni de la réalité. Cette élection a été très heurtée. Le président a résisté de façon quasi triomphale aux pressions extérieures. En résistant à ces pressions, les griefs lui sont opposés quant à ce qu'il serait dans la posture de s'accrocher coûte que coûte au pouvoir. Et donc, il pourrait renvoyer un mauvais signal si d'aventure ce gouvernement ne comporte pas un ou deux opposants. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit M. Éric Simon, ce gouvernement-là, que le président va mettre en place, doit mettre tout le monde d'accord, et sur le plan national et sur le plan international, quant à sa dimension d'homme d'État et donc quant à sa dimension à s'ouvrir. Parce que le grief qu'on lui a fait au cours du septennat passé, c'est d'avoir concentré sur lui tous les attributs du pouvoir, au point où aucun opposant n'a pu s'effrayer un chemin. Et la manifestation la plus affichée fut en 2011, cette élection législative où le PDG était quasiment le seul parti à l'Assemblée nationale, à l'exception de quelques députés qui n'étaient pas issus. Et donc le président, moi j'exhorte le président à amener les opposants, d'autant plus qu'en décembre, normalement, lorsque vont se tenir les élections législatives, ce sera l'occasion pour lui de réajuster le gouvernement, parce qu'à l'issue des législatives, naturellement, il devra réajuster le gouvernement pour réadapter ce gouvernement au contexte sociologique qui sortira des élections législatives. Donc, il est question pour lui quand même de faire de lâcher du lest, comme on dit, pour amener des opposants valeureux, des opposants qui ne sont pas dans le déni aussi. Parce qu'il faut penser à des opposants qui vont venir pourrir de l'intérieur le gouvernement et donc dire que c'est le gouvernement qui a échoué. Donc il faut amener des opposants responsables, des opposants républicains, des opposants sérieux, des opposants qui veulent le développement du Gabon. Je pense qu'au Gabon, dans notre pays, il y en a. Il suffit que le président public les déniche. Le programme de société, l'égalité des chances, c'est un programme d'ouverture. On peut passer 365 jours sans terminer à expliquer ce projet. L'égalité des chances égale égalité de proposition et égalité d'action. J'amène l'ensemble du peuple gabonais à lire spirituellement un acte fort posé par Ali Bongo Ondimba. Lorsque nous avons suivi sur la chaîne nationale l'interview exclusive du chef de l'État, il n'a pas dit « je tends la main à la société ». Il ne s'est pas limité qu'à dire « je tends la main à la société, à la nation, je tends la main à un dialogue ». Il a fait ceci, la main est là. Suivez bien, la main est là, elle est tendue, je la tends. Lorsque vous voyez la main, il y a 5 doigts. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. La main n'existe pas si le pouce et l'index n'y sont pas. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ali venait d'affirmer là qu'il est certes le chef, mais il a besoin de tous les Gabonais pour construire ce pays. Il dit la main est là, elle est tendue. Si vous vous reconnaissez en pouce, réagissez. Si vous vous reconnaissez en index, réagissez. Si vous vous reconnaissez en annulaire, réagissez. Si vous vous reconnaissez au majeur, réagissez. Si vous vous reconnaissez en auriculaire, réagissez pour que la main soit complète. Et la main, c'est le Gabon. Celui qui sort de ce contexte, de ce format, c'est un apatrie. Parce que si notre objectif est d'amener le Gabon à se développer, si l'objectif des uns et des autres est de faire en sorte que ce pays se développe, alors nous devons aller tous au dialogue. Aller au dialogue ne signifie pas perdre son statut.
Dialoguer, vous savez, dans nos valeurs traditionnelles, il est dit, on ne refuse pas l'appel, mais le contenu. Il faut d'abord dialoguer pour connaître le fond d'Ali Bongo Ondimba. Il faut dialoguer pour connaître le fond de Jean Ping, il faut dialoguer pour connaître le fond de Kazmi Oyemba, il faut dialoguer pour connaître le fond des traditionalistes. Parce que même les traditionalistes que nous sommes, nous avons des choses à dire au chef de l'État. Et pour que nous puissions les dire au chef de l'État, il est important que nous allions tous au dialogue. Raison pour laquelle je disais, pour ce dialogue, il faut que tout de suite déjà des commissions soient mises en place. De façon à ce que chacun se mette dans son registre. En ce qui concerne la tradition, il doit être mis en place une commission qui traitera donc des questions culturelles. Raison pour laquelle, lorsque nous serons face au chef de l'État, nous allons demander au chef de l'État d'insérer dans les programmes, les programmes scolaires un cours de valeurs traditionnelles. Parce que n'oublions pas que les gens raisonnent, se comportent en fonction de leur tradition, en fonction de leur milieu socio-culturel. Donc, notre milieu socio-culturel nous enseigne à respecter la hiérarchie. Le dialogue signifie aller chacun avec son statut sans que les uns et les autres perdent les leurs ou le leur. D'accord. Pascal Nkoulou, un téléspectateur, et je pense que ce sera peut-être ça la pierre d'achoppement au cours de ce dialogue, du moins sur le point de vue politique, la limitation du nombre et de la durée du mandat présidentiel. Oui. La limitation du nombre et de la durée du mandat présidentiel est une question subsidiaire par rapport à l'ensemble des problèmes de fond qu'il y a. Vous savez, la limitation du mandat ne pose pas de problème du tout. On peut décider demain que dorénavant, ce sera un mandat renouvelable une seule fois. Mais est-ce que pour autant, les questions liées à la transparence électorale auront été réglées? Pas du tout. Est-ce que les questions liées à la défiance des institutions qui justement gèrent l'opposition électorale auront été réglées? Pas du tout. Je crois que le dialogue dont il est question ici, c'est d'abord avant tout une sorte de cadre de réconciliation, un peu comme les Sud-Africains l'avaient fait, vérité réconciliation pour évacuer. Mais le président lui-même a évoqué ces points lors de son discours. Il a dit qu'il serait question également, s'il le faut, de parler de ça, limitation du nombre et de durée du mandat. En d'autres points, c'est important, mais ce ne sont que... Lorsqu'on regarde les choses dans le fond, vous savez, aujourd'hui, le problème qui est celui du Gabon, c'est beaucoup plus celui de la défiance que les politiques ont vis-à-vis des lois que par moment eux-mêmes ils font voter ou contribuent à les faire voter. C'est cela le problème. Tout au long de cette élection présidentielle qui vient de se terminer, bon, il a été question de quoi? Il a été question de dire la CENAP n'est pas crédible, la Cour constitutionnelle n'est pas crédible. Les gens sont sortis du format républicain qui existe pour proposer des mécanismes extra-État aux fins de réguler des questions républicaines. Voilà le problème qu'il y a dans notre pays. Les gens souhaitent, par exemple, que des mesures exceptionnelles, c'est-à-dire une sorte d'État exceptionnel, soient créées temporellement pour régler des problèmes républicains sans définir le format légal sur lequel ces dispositions devraient être prises. Donc, le dialogue dont il est question, je l'ai dit, c'est à la fois un espace pour que les Gabonais se retrouvent pour remettre en cause l'ensemble des habitudes et des pratiques, mais également faire en sorte que la loi, parce que contrairement à ce que les gens pensent, moi je suis d'avis de ceux qui pensent que la démocratie dans laquelle nous nous sommes engagés, qui est un processus irréversible, parce qu'on ne peut pas envisager renoncer, devrait également permettre à ce qu'il y ait des expressions différentes qui s'expriment. Moi je ne milite pas pour cette façon d'approcher, de cette approche qui consiste à dire il faut que tout le monde participe. Oui, l'opposition participe. Parce qu'en République, l'opposition fait de l'opposition propositionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque acte du gouvernement ou de l'exécutif est examiné par l'opposition qui décline différents autres aspects de ces propositions. C'est pour cela qu'on peut aujourd'hui se rendre compte que lorsque le président parle d'égalité de chance, il donne un contenu, il donne des moyens de financer cette égalité de chance. En face, l'opposition devrait revenir sur des propositions en disant quand l'exécutif dit telle chose, cela ne peut pas être vrai ou ne peut pas être vrai parce que voilà la réalité économique de notre pays ou voilà les priorités. C'est cela également participer à la vie de la nation. Ce n'est pas simplement en étant dans un gouvernement que l'on contribue, parce qu'en plus dans un gouvernement, toutes les questions qui intéressent la vie de la nation, on va les retrouver de façon recrudescente parce qu'à chaque étape, il y aura des questions, des situations nouvelles. C'est aussi une façon de participer de façon plus, je vais dire quoi, plus pratique, plus concrète, en tant qu'opposant, d'être dans ce gouvernement. Il faut que les lois permettent. Par exemple, la façon la plus pratique pour moi, quand je regarde l'opposition, c'est qu'elle soit présente là où le débat républicain se tient. Au gouvernement, il n'y a pas de débat républicain. Au gouvernement, c'est un cadre d'exécution
d'un certain nombre d'actes, on exécute. Le débat républicain se tient dans les assemblées locales. Par rapport aux conseils municipaux, il y a un débat entre les choix, les orientations prises par ceux qui dirigent ces conseils municipaux. Le débat républicain se tient à l'Assemblée nationale. Lorsqu'une loi arrive, chaque camp examine cette loi au fin de la rendre la plus juste possible. Le débat républicain se tient au Sénat. Or, lorsqu'à chaque élection, l'opposition vote en touche, ce n'est pas parce qu'elle sera au gouvernement qu'on aura des textes et des lois qui reflèteront une sorte de transparence républicaine à laquelle tout le monde aspire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Pascal, mais je voudrais dire que le président, tout à l'heure, lorsqu'on l'a suivi, il a dit qu'il veut un dialogue sans tabou, mais aussi sans soupçon. Je pense que le mot soupçon ici, avec toute sa place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, une fois il a égrené les questions qui fâchent, le nombre de mandats, la durée et tout le reste qu'il a dit que ces questions doivent se discuter sans tabou et sans soupçon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans soupçon, ça veut dire qu'on doit discuter de ces questions sans polémique. Parce que souvent, ce qui peut écarter le dialogue, ce qui peut faire fausser l'esprit du président public, c'est que les gens qui viennent au dialogue viennent dans l'esprit de la polémique. Or, ici, il n'est pas question de faire la polémique, il est question de discuter du nombre de mandats. Si les gens pensent qu'il est bon que le mandat soit de 5 ans, il faut qu'on en donne la démonstration du bien fondé de cela, sans polémique, sans dire que parce qu'en 5 ans, on ne verrait plus Ali Bongo au pouvoir. Non, il faut donner des arguments qui découlent de ce que l'intérêt du Gabon, n'est-ce pas, doit être pris dans ce que le mandat soit de 5 ans et non pas de 7 ans. S'il doit être renouvelé une seule fois, on doit en faire démonstration de l'intérêt du Gabon. Et ça ne devrait pas être l'idée qu'il faut qu'on dise 5 ans parce qu'il faut que M. Ali Bongo dans 5 ans ne soit plus là. C'est ça le débat sans tabou, mais aussi sans soupçon. D'accord, merci beaucoup Stevie et Simon. On va donner la parole encore une fois de plus aux téléspectateurs. Un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir et bienvenue. Merci. Je voudrais dire d'abord félicitations au président de la République pour avoir réalisé ce qu'il a en nommant un nouveau Premier ministre qui n'est pas issu des provinces dont on a l'habitude d'écouter. Pour cela, je dis félicitations à celui qui a été nommé et qu'il puisse choisir dans son gouvernement les Gabonais valables. Parce que dans le gouvernement du Premier ministre sortant, nous avons eu des ministres qui ont passé leur temps à faire la politique politicienne. Nous voulons des ministres qui fassent des politiques de développement. Le peuple gabonais souffre. Qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes des Gabonais. Ok, le dialogue national, c'est bon. Mais j'ai tellement peur que l'issue des résolutions du dialogue national soit comme les accords de Paris, où les leaders politiques, les syndicats et la société civile puissent assister à ce dialogue pour se partager leur part de gâteau, comme ils se disent politiciens. Qu'ils aillent à ce dialogue national pour régler les problèmes des Gabonais. Dans quelques semaines, ce serait la rentrée scolaire. Et beaucoup de Gabonais moyens ne sont pas propriétaires des comptes dans les banques. Leur argent est dans les comptes à la poste. Et nous vivons depuis presque 2 ans. Les comptes des épargnants de la poste sont bloqués. Il y a des familles gabonaises qui souffrent parce qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas récupérer 5 francs dans le compte à la poste. Moi, la question que je pose au président de la République, quelle solution qu'il puisse trouver avant la rentrée scolaire de tous les épargnants de Gabon Post? Merci beaucoup, monsieur, pour votre participation. Peut-être on ne va pas répondre à cette question ici, mais je pense que l'interpellation est claire. Il est question, comme vous le disiez d'ailleurs autour de cette table, que le gouvernement qui sera nommé dans les prochains jours s'attelle véritablement de façon concrète donc, aux problèmes immédiats de la société gabonaise. Un autre téléspectateur en ligne, allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Moi, j'aimerais dire que pour le dialogue à venir, vraiment que nous ne reviennons plus sur les choses du passé. On veut un dialogue fort et que les gens cessent de penser que
tout doit se faire autour d'eux, qu'ils ont un titre foncier au gouvernement, au Parlement. On met des garde-fous, on met des barrières qui font que même si pour limiter les mandats présidentiels et que les mandats aussi au niveau parlementaire soient limités, de sorte que les gens cessent de penser que ceux-là, s'ils ne sont pas là, ils peuvent décider si telle personne doit rester ou doit quitter. Parce que d'autres, on les fait entendre que ce sont eux qui doivent décider qui doit être président ou qui doit être président de la République. Désormais, c'est des discussions francs. La jeunesse participe, les chefs traditionnels, les hommes de l'Église, tout le monde, et on met tout à place, vraiment sans tabou, et que chacun comprenne que dans ce pays, il doit prendre sa chance, et que non une poignée de personnes qui doivent décider sur l'avenir du pays. Donc c'était ça ma participation, pour que le Gabon porte à tout le monde et appartienne à tout le monde. Mais c'était ma participation. Merci beaucoup, monsieur, pour votre contribution. N'hésitez pas à revenir si vous avez un autre point à évoquer. Un autre téléspectateur a fait comme vous, il nous a appelé. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. J'appelle depuis Libreville. Je voudrais d'abord marquer ma satisfaction par rapport à ce changement de paradigme, étant donné que le Premier ministre a toujours été sorti quelque part. On dirait que c'était une chasse gardée d'un certain nombre de compatriotes de province. Alors, ce changement de paradigme nous permet, nous, en tant que Gabonais, de voir que quelque chose va changer. Et c'est ce qui nous intéresse. Et puis, les hommes qui vont composer son gouvernement doivent être des gens qui doivent s'approprier de ce qui s'est dit pendant la campagne pour que nous changeons entièrement. C'est très important. Je vous remercie. C'est Papa André depuis Libreville. Voilà, c'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On va peut-être tenter, avec la complicité de la réalisation, de prendre un ou deux autres appels. Un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, je voudrais participer au débat. Donc, simplement m'inscrire un peu en faux avec ce que disaient les analystes par rapport un peu à la récompense à la nomination du nouveau Premier ministre, qui serait peut-être dû au pourcentage du vote dans le Gouy-Vindo. Si c'était le cas, qu'en dirons-nous du pourcentage du vote dans le Haut-Gouy? Donc, moi, je voudrais juste faire l'info dans ce sens-là pour dire simplement que cela est tributaire de... donc, il a été récompensé à ses justes valeurs. Et puis dire aussi à ceux qui analysent, parce que nous tous nous les écoutons, que lui-même, Monsieur le Président de la République, a déclaré que le vote était terminé. Donc, il n'est plus question de mettre de l'huile au feu pour essayer encore d'haranguer un certain nombre de pessimistes et tout ça. Et puis, à ce qui concerne le nouveau Premier ministre, moi, je souhaite simplement que, à son image, que le prochain gouvernement aussi puisse être composé de personnes battantes, qui ont de l'expérience et surtout une compétence avérée. Et remercier aussi le chef de l'État par rapport un peu à ce changement de paradigme, parce qu'on avait déjà coutume à s'habituer à un Premier ministre qui est forcément d'origine femme. Et en levant cet équivoque pour aller chercher un peu dans d'autres provinces, je crois que c'est quelque chose qui montre qu'il est déterminé par rapport un peu à son discours d'investiture, là où il disait qu'il devait réellement changer les choses. Donc c'était un peu ma contribution. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions beaucoup, monsieur, de nous avoir appelés. On va peut-être essayer de prendre un tout dernier de cette série avant de continuer ici avec le débat. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir, mes grands frères. Moi, je voulais tout simplement participer par rapport à l'émission. Moi, je pense la manière qu'on peut travailler avec les uns les autres. Parce que si les autres vont dire que non, vraiment, ils vont tendre la main aussi au président, mais il y aura toujours ceux qui vont ressusciter pour dire qu'ils sont de l'opposition. Mais maintenant, la bonne manière de gouverner avec ces gens-là, il faut envoyer les médias vers chez les gens-là pour qu'on essaie un peu de voir leur opinion pour que le président puisse travailler au moins c'est par rapport à ce qu'ils vont dire. Parce que si on dit seulement que non, peut-être ils sont en opposition, bon, on ne peut pas envoyer de telles chaînes là-bas, on ne peut pas faire ceci. C'est ça aussi parfois qui bloque et qu'ils vont ressusciter les chaînes qui vont peut-être attirer l'attention, qui va faire peut-être je ne sais pas quoi. Donc c'est un peu ça que je voulais peut-être dire, monsieur.
Merci beaucoup, je vous remercie. Merci à vous d'avoir appelé et très bonne soirée à vous. On espère vous retrouver bientôt sur nos antennes. Alors, Éric Simonjué, les attentes sont presque similaires. Il faut que ce gouvernement qui arrive soit concret et il faut également que du concret sorte de ce dialogue. En étant d'accord avec vous, je voudrais encore une fois de plus préciser ma pensée par rapport à ce dialogue. Je pense que ce dialogue ne devrait pas aboutir au partage des postes. Et ensuite, je pense que ce gouvernement que l'on va avoir d'ici quelques heures ne devrait pas impérativement comporter des membres de l'opposition pour une raison simple que j'affirme avec force et vigueur, c'est que je pense qu'il nous faut une opposition forte et seulement le chef de l'État peut participer à renforcer cette opposition par des mesures particulières, par exemple le renforcement des droits ou des libertés d'accès aux médias, les politiques qui renforcent les partis politiques, parce qu'il faut les renforcer, il faut leur donner des possibilités de se réorganiser et de se renforcer, et ensuite, il faut repenser la loi électorale. Pour terminer, je pense que tendre la main n'est pas forcément synonyme de rentrer au gouvernement. Ce n'est pas parce que Monsieur le Président de la République tend la main à l'opposition qu'il faut impérativement que cela entre dans ce gouvernement-là. Je pense en revanche qu'ils ont plus à aider le pays dans leur posture, dans leur position d'opposant, où il va y avoir aujourd'hui, et je l'espère, il va y avoir une opposition de valeurs, d'idéologie, et non une opposition d'intention. Il nous faut aujourd'hui arriver à une opposition à deux partis, si vous voulez, à deux camps diamétralement opposés par rapport aux valeurs et non par rapport aux individus. Comme cela se vit par exemple aux États-Unis ou en France, où on trouve les républicains, les démocrates, où on trouve la gauche à droite. C'est important qu'on arrive à ça. Je suis pour que cette manière binaire subsiste. À ce niveau, je ne partage pas forcément le point de vue de certains qui pensent qu'il faut dépasser cela, parce que sans cette dualité, il n'y a pas dynamisme du mouvement politique. Merci beaucoup. Karim Ziengui, un dialogue des attentes? Les attentes, ce n'est que faire dans ce qui est nécessaire, en tenant compte de toutes les sensibilités, en tenant compte de toutes les composantes de la société, de façon à ce que chacun se retrouve dans le dialogue, de façon à ce que le chef de l'État ait le pool de toutes les sensibilités, comme je le disais, de façon à ce que nous ayons un chef qui est au fait du réel. Le réel, c'est-à-dire les attentes des populations. Et quand on parle des attentes de population, nous devons faire recours à tous les relais, c'est-à-dire aux chefs traditionnels, aux chefs coutumiers, qui chaque jour partagent le quotidien des populations, qui savent ce que les populations attendent, qui connaissent les besoins de population afin que soient réglés au plus haut plan, justement, toutes ces revendications. Alors, Stevie Essima, un dialogue sincère, bien sûr, de la part du président de la République, mais également de la part de tous ceux qui y prendront part. Il faudrait que tout le monde soit... D'accord. Vous savez, notre vie politique est quand même identifiée par rapport à nos valeurs axiologiques. Vous savez, j'ai lu dans ma jeunesse une œuvre écrite par un homme politique gabonais, malheureusement, qui a été un idéologue du PDG, qui se retrouve malheureusement en face. C'est le progressisme démocratique et concerté. Dans cette œuvre-là, ce que j'ai apprécié, c'est l'impératif de la concertation qui va donc l'impératif du dialogue. Et je me souviens que la défunte présidente, par intérim, parlait déjà en son temps de 3 C. Concertation, constitution, et je pense que le 3e C, il m'échappe, mais il y a l'idée de concertation. Donc, le modèle, l'ADN politique gabonais est un ADN de dialogue. Donc, le dialogue est impératif. Maintenant, est-ce que les uns et les autres sont forcément sincères dans cet appel au dialogue? Je pense que c'est là aussi où le chef de l'État doit démontrer sa sincérité. En quoi faisant? Je le réaffirme, en permettant à l'opposition de venir au gouvernement pour ne pas que lui soit opposé demain l'idée d'avoir fermé les portes, et pourtant il appelle au dialogue. Et donc je souhaite aussi que l'opposition vienne à ce dialogue, comme le chef de l'État a dit, sans polémique. Un dialogue, c'est pour bâtir. Un dialogue, c'est pour construire. Un dialogue, c'est pour se dépasser. C'est pour noyer nos égos, pour l'intérêt supérieur de la nation. Merci beaucoup, le dialogue n'est plus là pour faire triompher quelqu'un qui n'a pas pu gagner
par les urnes. Le dialogue est là pour faire gagner le Gabon. Il faut dire que le chef de l'État, en l'espace de quelques heures, a fait de grands pas. A fait de grands pas, non seulement avant la proclamation officielle et définitive par la Cour constitutionnelle, il s'était déjà prononcé en faveur du dialogue, disant que celui qui sortirait, lui, de ces élections, devrait donc mettre en place des mécanismes pour que les Gabonais se parlent. Quelques heures après son élection, il réaffirme cette volonté dans le discours circonstanciel qu'il a prononcé après son investiture. Et on le voit aussitôt en nommant un Premier ministre qui a été quelqu'un dont on a vu l'engagement et l'actif pendant l'élection présidentielle, est une preuve de ce qu'il a toujours dit, c'est-à-dire c'est au mérite que l'on sera récompensé. Donc il vient de faire la démonstration de sa volonté de lier non seulement l'acte à la parole, mais de rester conforme et cohérent par rapport à sa vision. Et comme tout le monde le dit, le dialogue dont il est question ici, c'est véritablement un espace pour repenser les mécanismes de fonctionnement sur le plan institutionnel, même sur le plan de la gouvernance et même sur le plan des politiques publiques du Gabon. Mais il faut éviter de retomber dans les travers du passé, qui ont consisté à faire en sorte que, après chaque concertation politique, il faut inévitablement s'asseoir autour ou à l'intérieur du gouvernement. Il faut donc d'aventure concevoir la République comme étant un cadre d'échange ouvert où le chef de l'État peut, sur des questions particulières, convier à discussion les leaders politiques de l'opposition. Comme ça se voit dans tous les pays du monde, où le chef de l'État peut, pour des raisons particulières, convier les chefs traditionnalistes à des examens d'un certain nombre de questions. Je crois que c'est à l'issue de ce dialogue, il faudrait que nous ayons une société dynamique, interactive, où le président de la République peut bénéficier de conseils, du soutien de tous les concitoyens, de tous les Gabonais. Et Merci. je crois que c'est à l'issue de ce type d'acte que l'on aura donc ce que les uns les autres Merci appellent beaucoup, de tout leur Pascal vœu. Nkoulou. 30 secondes, Karim Diengui. 30 secondes. Je voudrais m'adresser au chef de l'État, à M. Ali Bongo Ondimba, au nom des esprits de ce pays. Et lorsque les esprits s'adressent à des personnes ou à une personnalité, elles tutoient la personne. Raison pour laquelle je me permets donc de tutoyer M. Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, une fois de plus, les esprits du Gabon t'ont confié le sort des Gabonais. Ali Bongo Ondimba, tu es désormais l'artisan du développement de tous les citoyens gabonais, de toute la nation gabonaise. Ali Bongo Ondimba, dans toutes les réformes que tu auras à engager, dans toutes les décisions que tu auras à prendre, il te faudra toujours écouter ton cœur, parce que seul ton cœur est la voix des esprits. Merci. Merci beaucoup, messieurs Pascal Nkoulou, Eric Simon-Diobian, Stevie Sima et Karim Diengui. On va également remercier tous ceux qui sont passés sur ce plateau, Junior Zaviendon, Michel Philippe-Dier et les autres. Merci à vous qui nous avez regardés. C'est donc la dernière de cette série de ces 100 tabous. On ne va pas manquer de remercier toute l'équipe technique de Canal 7 qui a donc conduit cette émission. Merci à la direction générale. Une fois de plus, encore merci à vous, parce que sans vous, cela ne se ferait pas. Merci de nous avoir appelés, merci d'avoir participé, merci de nous avoir suivis. Au revoir, bonne soirée en compagnie des programmes de Canal 7 qui, eux, se poursuivent.